Salut à toi, ami cinéphile. Je suis Al, le critique de Metal Plein et PDG de Full Metal Corp. Son seul employé, en fait, bénévole. euh, Parce que je suis un grand passionné et que je n'aime pas partager. Alors toi, tu veux continuer de bosser dur, et peut-être qu'un jour tu récupéreras ton passeport, ok? Oui, ça c'est Claudius, mon sidekick. Faites pas gaffe à lui. Le présent vlog est le deuxième que je consacre aux affiches de cinéma. Le précédent, dont certains m'avaient reproché la négativité, se consacrait aux couvertures de DVD Blu-ray, tellement pourries qu'elles te font dire pourquoi. Et du coup, aujourd'hui, en cette période de retour de la France à la culture, à la liberté, hein, et à la joie de vivre, je vais être super positif. Alors, j'avais donc abordé précédemment cette espèce d'obligation que semblent ressentir les éditeurs de DVD Blu-ray de rendre atrocement explicites leurs jaquettes, là où les affiches de cinéma font preuve de bien plus de nuances, généralement. Aujourd'hui, si Dieu le veut, je vais vous parler des affiches teaser, ces affiches qui ne sont pas les définitives et sont diffusées par le studio plusieurs mois à l'avance. Affiche teaser, de tease, mot anglais qui veut dire mettre en appétit, à peu près. Eh bien, c'est lequel de nous deux donne de l'importance aux personnes âgées qui nous regardent? Hein? Pas vrai, Pépé? Une affiche teaser est en général assez épurée, elle dévoile peu d'informations, parce qu'elle doit juste intriguer. C'est bien ça, non? Je veux dire, ok, le risque de spoiler est quasi nul sur une affiche, à moins de vraiment pas être dégourdi, mais le mystère, ça peut pas faire vendre, un peu? Non? Exactement, la réponse est prévisiblement négative. Dans notre monde régi par les règles du marché, debout les damnés de la terre, le mystère ne peut jamais qu'être un prologue à l'étalage putassier. C'est pourquoi, précisément, je propose que nous célébrions ce mystère avec un florilège d'exemples positifs, cette fois-ci. Commençons par la reine de toutes les affiches teaser, celle de la menace fantôme. Indépassable, c'est tout. Le souvenir des frissons est encore vif, pour dire. Et j'étais même pas fan de Star Wars. Au passage, l'affiche finale, elle le fera nettement moins. Je me souviens aussi d'un autre cas de figure, celui de l'exquis Batman et Robin. Sympa, non? C'est juste qu'il aurait pas dû y avoir d'affiche finale après, parce qu'il aurait pas dû y avoir de film après. On continue avec l'affiche teaser de Spider-Man 2, autre excellent exemple survenu quelques années plus tard, en 2004. Je m'en souviens encore, celle avec le reflet de l'infâme Dr. Poulpe. L'exercice de l'affiche teaser n'est donc pas un exercice récent, du tout. En fait, on peut même remonter aux années 80 avec... c'est mon roulement de tambour. Celle de Retour vers le futur 2, qui avait quelque chose de sacrément enthousiasmant, qu'il a encore d'ailleurs, même s'il est hors de question bien sûr de regretter ce classique. Ou encore au début des années 90 avec celui splendidement art déco du trop vite oublié film de super-héros Disney, Rocketeer. Je lui trouve même pas de DVD sur Amazon.com. Autant dire que le cinéphile des années 90 que je suis hallucine complètement là. Enfin bref. Dans les vieilleries, on citera également Jour de tonnerre avec Tom Cruise, Batman Returns, Dick Tracy et celle mémorable de Last Action Hero. Le dit exercice s'est quand même sacrément normalisé dans les années 2000. Premier exemple qui me vient en tête dans les plus anciens, à côté de Spider-Man 2, l'affiche teaser du deuxième film X-Files. Mais comme cette daube infâme ne méritait certainement pas quelque chose d'aussi classe, on peut dire qu'avec ça, l'ordre des choses a été rétabli. La même année est sorti The Dark Knight. Là, je dis pas que ça aurait dû rester tel quel, puisque le titre n'est pas The Joker, par exemple, et qu'en plus l'affiche finale n'est pas dégueu du tout, mais avouez, quelle créativité. Parmi les nombreux autres exemples qui suivront, citons celle du très oubliable James Bond Quantum of Solace, ça pour teaser It Is, celle de Blindness, je comprends qu'elle n'ait pas été gardée, c'était pas forcément super lisible, mais c'est quand même mortel. Celle des deux films de Tarantino, Inglourious Basterds et Django Unchained, nettement plus originale que les très classiques affiches finales, même si elles sont pas mal. Hein. Celle tout aussi originale de Rome Express, mais peut-être l'affiche finale était-elle tout ce que méritait le film, parce que sans sanctifier Las Vegas Parano, je suis pas un fan hardcore, il y a quand même un fossé entre les deux. Même si au bout du compte, je dirais pas qu'il est pas regardable, parce qu'il l'est, regardable. Celle de la fille dans le train, aussi conceptuelle qu'intrigante, j'imagine que c'était l'idée.
Celle superbe du Godzilla de 2014, qui se base sur une des rares bonnes scènes du premier opus de cette franchise calamiteuse, celle-là même qu'utilisait le magnifique teaser trailer du film, qui valait 100 fois le film, et qui reprenait les magnifiques chœurs de Ligeti qu'on entendait dans 2001 l'Odyssée de l'espace, mine de rien. Celle des deux collaborations Peter Berg, Mark Wahlberg, Deepwater Horizon et Track à Boston, qui auraient tous deux trouvé leur place dans ma précédente vidéo, avec leur tronche de Mark et Mark bien en gros, alors que leur poster teaser avait une sacrée gueule. Celle de Rival, Premier Contact, qui est elle à peu près aussi magnétiquement mystérieuse que le chef-d'œuvre de Villeneuve. Celle de Gravity, qui avait de toute façon été assez gâtée dans l'ensemble par sa promo. Voilà, des trucs dans le genre. Celle d'It Comes at Night. Au passage, pas un chef-d'œuvre de l'horreur, mais bon. Pour sa défense, l'affiche finale a la qualité d'avoir gardé un certain mystère, mais ils auraient quand même dû garder l'affiche teaser. Celle de certaines productions Marvel, qui se sont spécialisées dans l'exercice avec quelques années de retard par rapport à DC, CF, l'excellente de Ant-Man, ou encore celle évidemment de Logan, qui là aussi aurait dû être l'affiche définitive, tant sont rares, rarissimes, les affiches émouvantes. Bah oui, désolé, mais moi je la trouve émouvante. Mais je sais, on voyait pas la tronche de Hugh Jackman sur l'affiche, on revient toujours aux mêmes impératifs. Celle un peu facile mais très agréable à l'œil du seul correct des récents films Star Wars qu'est Rogue One. L'impressionnante fresque d'Alien Covenant, que cette catastrophe ambulante ne méritait certainement pas. Pour sortir un peu de chez l'oncle Sam, celle de Shin Godzilla, ou plutôt devrais-je dire Shin Godzilla. Le seul bon film Godzilla récent, au passage. J'insiste, lourdement. Et enfin, une de mes affiches teaser préférées, d'un film dont je ne disais pas grand bien dans ma précédente vidéo, celle de Blade Runner 2049. Vous imaginez la gueule du boîtier Blu-ray avec ça à la place de ça? Ça m'aurait limite convaincu de l'acheter. N'oublions pas, dans ce digest, la tradition de ce que certains appellent en français les affiches personnages, des affiches teaser dédiées à chaque personnage d'un film, à partir du moment où ce dernier en compte suffisamment, bien sûr. Ça donne parfois des trucs pas mal. Alors, en seconde partie de ce vlog. Ami cinéphile, si tu as été réjoui par la positive attitude de la première, t'as intérêt à t'accrocher parce que ça va être génial. Petit florilège non exhaustif de mes affiches / couvertures préférées. Non exhaustif mais bien fourni. Commençons par une récente favorite avec le Charlie's Angels de Elizabeth Banks. Non, je déconne. Charlie's Angels. Nope. Je vais plutôt commencer par les classiques, de celles qui ont un temps tapissé les murs de ma chambre d'adolescent. Les deux incontournables que l'artiste Laurent Lufroy a conçus pour Luc Besson, celles de Nikita et Léon, à mes yeux difficilement égalables au rayon hexagonal, si ce n'est par quelques classiques comme celle de La Belle et la Bête, Les Yeux sans visage, La Grande Illusion, ça ce sont des œuvres d'art, La Cité des Enfants Perdus, ou encore Irréversible. Rien que de la revoir, ça me fout le bourdon. Oh, et elle est pas mal aussi celle-là, non? Celle de Basic Instinct, une simple entre guillemets photo traitée avec goût, plus Sharon Mamma Mia Stone, plus une accroche de tueuse. Moi content. Les accroches. Ça aussi, ça peut faire un bon sujet de vlog. Celle de Police fédérale Los Angeles, pour le jeu de couleurs et le visage de William Petersen dans l'ombre, illustrant avec force l'ambivalence de son personnage. Au passage, 1985, sortie de ce film-ci et de L'année du dragon de Michael Cimino. Sacré putain d'année pour le polar américain. Celle de rencontre du troisième type, mais avec le texte. Parce que l'ajout du Nous ne sommes pas seuls en petit, chair de poule mes amis, chair de poule, the skin of the chicken. Et je parlais des points dans ma précédente vidéo, 100 points à la fin, ici. Important. Celle de Scarface, pas très originale, je sais, mais je parle de la version de l'affiche avec Michelle Pfeiffer, qui pour moi lui donne du relief, et sans le texte interminable. La composition de l'affiche ne surprend personne aujourd'hui, mais à l'époque c'était tout sauf du déjà vu. Puis il y a celle de Descente aux Enfers, incontournable. Ah, je suis juste tombé dessus récemment et j'ai imaginé avec délice le traumatisme que ça a dû être pour les fans de la boom de l'époque. Ouais, parce que Brasseur et Marceau jouaient le père et la fille dans le film, les années 80. N'importe quoi. Coupe.
Alors toi, j'ai toujours su que t'étais une petite balance. Toujours su que t'étais une petite balance derrière tes plumes, là, et ton bec. Ah. Toi, d'ici la fin de cette vidéo, je vais t'afficher, mais brutalement. Brutalement. Pardon pour cette coupure pub inopinée. Il blaguait. Et on parlait d'afficher des affiches. On sort de mes incontournables tout en restant dans les vieux films, dira la génération Z, avec celle du mésestimé Empire du Soleil de Steven Spielberg. La simplicité du concept, son exécution, remarquable en tout point. Celle de la fièvre au corps, Body Heat, de l'époque où Kathleen Turner était un sex symbole. Tout me plaît là-dedans, la composition de l'image, le choix des couleurs, la tenue de l'actrice. On y sent la chaleur. Celle du seul bon film avec David Duchovny, California. Une photo des 4 acteurs prise ensemble plutôt qu'un montage à la con comme on s'en tape à la pelle. Rien qu'à voir sa gueule, on sent que Grunge Brad y rigole pas, et on a raison. Celle du Frantic de Roman Polanski, notamment pour Emmanuel Seigné dans La Pénombre, dont le héros joué par Harrison Ford cherche désespérément le personnage disparu, donc ça marche. Celle du très sous-estimé film de loup-garou Wolf, sobre certes, mais la sobriété n'empêche pas la classe folle. Classe folle qui est une des qualités de la mise en scène de Mike Nichols, très loin de l'épate moderne. Les gens, j'ai insisté lourdement pour je ne sais plus quelle raison tout à l'heure, à cause de mon Alzheimer. J'insiste de nouveau, là, si vous aimez les acteurs avec des très beaux cheveux et des beaux vêtements et les loups. Celle du Possession de Julowski. Le film a eu plusieurs affiches, mais je parle évidemment de celle-ci au sujet de laquelle aucun commentaire ne sera nécessaire, j'ose croire. Sauf peut-être par bigoterie. Celle violemment proche du style baroque de la reine Margot. Une affiche pour moi monstrueuse, d'autant plus qu'elle est d'une simplicité affolante et qu'elle exprime parfaitement le film, complètement fidèle à son histoire, dont l'héroïne est une observatrice impuissante des massacres de la Saint-Barthélemy. Celle ensorcelante, indépassable, en tout cas au rayon frappadingue, du Mulholland Drive de David Lynch. Voilà un autre modèle d'affiche qui met bien en avant les bouilles de ses actrices, pourtant à l'époque inconnues, sans que ça n'ait l'air d'une solution de branleur. Celle américaine du monumental Vol 93 de Paul Greengrass, elle est tellement inspirée que 15 ans plus tard, je ne comprends toujours pas comment c'est pas la plus répandue. Regardez-moi ça, regardez, les tours, et l'avion, et les pics, là, les pics. Vous voyez les pics? Celle du film de SF Under the Skin, parfaitement digne de l'ovni de Jonathan Glazer qu'est le film, minimaliste, hypnotique, visuellement canon comme son actrice. On s'y perd, non? J'y vois un peu la Mona Lisa des affiches de films des années 2010. On continue, puisque je suis en mode pervers pépère. Ta gueule. Celle de cet imbitable bordel qu'est l'Inherent Vice de Paul Thomas Anderson, qui a dû adorer Tarantino, au moins, et je parle bien de l'affiche, pas du film. Fun fact, les fétichistes appellent cette position The Pose, de rien. Celle de Star Trek, le film, de l'époque où la lutte LGBT n'avait pas encore le monopole de l'arc-en-ciel. Blague à part, allez, qu'on soit un Trekkie ou non, peu importe, fallait y penser, et fallait la chiader. On change de palette de couleurs avec Tron Legacy. Quand on a, comme moi, accroché à l'esthétique flamboyante du film, on ne peut qu'adhérer à celle-ci, même si la composition manque clairement d'originalité. Parce que c'est évidemment du Star Wars bis, quoi. M'en fous, ça claque. Au passage, jamais compris comment ce truc n'a pas été un carton. Celle de Blue Ruin, aussi électrique et destroy que ce petit film que je recommande à tout le monde. On peut trouver un peu difficile d'accès les incursions franco-belges dans le giallo réalisé par le duo Hélène Canté et Bruno Forzani, que sont Amer, L'étrange couleur des larmes de ton corps et Laisser bronzer les cadavres. Mais leurs affiches, qu'on imagine conçues par le même artiste ou la même artiste, sont dignes d'être affichées, quelque part, de bien visibles. Au moins une. Tiens allez, j'en achète une. Celle de Hurlement, peut-être ma préférée dans le registre de l'horreur si l'on nommait les classiques, évidemment. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise dans cette affiche, la texture de l'espèce de toile de chair ou je ne sais quoi, sa teinte. Enfin en tout cas elle me reste. J'ai parlé tout à l'heure de Sophie Marceau, voici que je reparle d'elle, mais cette fois-ci avec le plus grand sérieux en citant l'affiche de La fille de D'Artagnan, le merveilleux film de KPDP de Bertrand Tavernier, avec la Sophie à son zénith. Une photo, c'est tout, saisie à la volée, très proche de l'énergie du film, sans traitement autre que le basique, une de mes préférées.
Ouvrons nos horizons en allant faire un tour du côté de la Corée du Sud. Je citerai d'abord la première affiche de First, de Park Chan-wook, et j'insiste bien sur la première affiche, pour moi du génie, hélas censurée par des cons car trop subversive, faut croire. Un peu comme celle du Larry Flint de Milos Forman, pour ceux qui se souviennent. Tragique, tragique. Enfin, celle-là, je l'ai chez moi. Puis celle de la magnifique romance ado fantastique Memento Mori, difficilement oubliable pour moi. La symbolique n'est certes pas légère, mais c'est graphiquement super fort. Puis celle de Duelist, je ne sais pas, les visages des acteurs, surtout celui de Haji-won, les mèches de cheveux humides, le rouge en arrière-plan, j'ai toujours kiffé sa race. Puis celle inévitable pour moi de Bad Guy, drame éminemment sombre et crasseux de feu Kim Ki-duk, peut-être trop crasseux en fait pour une affiche si raffinée. Mais j'adore l'idée, avec cette pauvre fille qui est comme encerclée par son bourreau. Oh, je préfère mettre la version censurée, où ils lui ont mis une espèce de petit chiffon magnifique de pudeur. YouTube. Pour finir, petit florilège des récents, qui ne sont pas Charlie's Angels, évidemment. Celle très charismatique de la délicieuse petite comédie d'horreur Ready or Not, un de mes coups de cœur de l'année 2019. Et non, je ne parlerai pas de plaisir coupable, je déteste la notion de plaisir coupable. Celle de l'ombre d'Emily, qui a le même effet bonbon que le film, qui n'est pas un plaisir coupable lui non plus, hein, malgré les apparences. Tout le visuel promotionnel de la saga John Wick, comme vous pouvez le constater. Certains sont presque des tableaux là aussi. Celle américaine de Brimstone, trop la classe, et supérieure à la nôtre. Celle très fordienne de The Wind, mauvais film d'horreur mais on s'en fout. Un mauvais film peut avoir une belle affiche. Et enfin, celle américaine de Personal Shopper, parce que la française c'est une catastrophe. Hein, voilà. En phase totale avec la sophistication et l'atmosphère trouble du film d'Assayas. Et je préfère être clair, rien à voir avec le fait que l'actrice y est pour moi un objet d'émerveillement plastique. Rien. Putain, il recommence. Je sais, tu l'as suffisamment bien souligné tout à l'heure, à tort, en bon Marcus Junius Brutus que tu es. Voilà l'ami, c'était tout ce que j'avais à dire de bien sur les affiches teaser et sur mes affiches préférées. Ok, non, c'était pas tout ce que j'avais à dire, mais faut bien s'arrêter un jour. Et toi, Judas, c'est quoi tes affiches préférées? Non, t'as 5 secondes, on n'est pas dans Happy Feet. 5, 4, 3, 2, 1... Claudius, c'est la couverture d'un vieux magazine de pêche américain, ça. De ton côté, ami cinéphile, si le cœur te dit de partager avec nous ces informations confidentielles, ben n'hésite pas à le faire, ci-dessous. N'hésite pas non plus à liker, voire à t'abonner, c'est sans frais d'inscription, sans engagement. En fait, je vois pas raison de ne pas le faire, en fait. J'ai déjà dit, en fait? Ouais, j'ai déjà dit, en fait. Bah tu vois, moi je pense que c'est plutôt toi qui t'es tapé l'affiche avec ta sardine. Ouais.